Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va essayer de clôturer, si je peux dire, cette série de cours sur les électrolytes et les interfaces. Alors, qu'est-ce qu'on a couvert durant ces différentes séances? Bien, on est allé du fondamental avec la formation de la SEI, son traitement par les additifs, et on a vu toute une série de nouveaux électrolytes qui soient gélifiés, qui soient des électrolytes ioniques, qui soient des électrolytes polymères, et ainsi de suite. Et comme le cours est intitulé « Du liquide au solide », aujourd'hui, on va terminer finalement sur le tout solide. Et on va voir un peu ce qui se passe dans ce domaine à l'heure actuelle. Alors tout d'abord, quand on parle du tout solide, c'est quoi? C'est tout simplement un accumulateur comme les autres, dans lequel, bien sûr, vous n'avez plus cette fois de liquide, mais l'électrolyte va être solide. Vous pouvez le voir comme une matrice solide d'électrolyte dans laquelle vous allez insérer d'un côté vos matériaux d'électrodes positives, de l'autre côté votre matériau d'électrodes négatifs, qui sont écrits ici en rouge, avec le noir qui est tout simplement le carbone, pour maintenir tout simplement ce contact électrique. Alors, la difficulté ici, c'est qu'il manque bien sûr des conducteurs ioniques à haute conductivité. Il va y avoir des problèmes de compatibilité de ces électrolytes vis-à-vis des électrodes, et une fois de plus, vous allez voir, ça va être tout le long du cours, il va falloir maîtriser ces interfaces. Alors on peut se demander si ça c'est bien nouveau. Mais vous allez voir que ce n'est pas tellement nouveau, puisqu'il y a de cela 40 ans, je dirais même la France s'est illustrée dans ce domaine, avec notamment des groupes à Bordeaux et à Montpellier, qui avaient développé, qui étaient, je dirais, des leaders mondiaux dans le développement de couches minces toutes solides. Il y a eu, en 1986, Jim Ackridge, qui était à l'époque à Eveready, qui a développé la première batterie couche mince tout solide que je représente ici. Alors regardez bien ici, vous avez dans ce cas une électrode négative de lithium, et l'électrolyte solide était ou est ce fameux mélange lithium 2S, P2, S5. Et vous allez voir que ça va revenir très fort dans cet exposé vers la fin. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau finalement marché, au niveau interface, malgré que cet accumulateur est cyclé plus de 10 000 cycles. Mais à l'état de couche mince, ça vous montre également les problèmes de transport de matière qui peuvent arriver. Alors ensuite, il y a eu des recherches pas mal sur des différentes sortes d'électrolytes qu'on va passer en revue, certains, comme les nazicones, les lysicones, les thiolysicones, et ainsi de suite. Et, je dirais, le domaine un peu éclaté ou repris, je dirais, de l'ampleur avec certaines communications de Toyota, notamment en 2010, où ils souhaitaient se lancer dans le tout solide. Mais finalement, ce qui a été, je dirais, la révolution dans ce domaine, ça a été les nouveaux conducteurs ioniques, et surtout ce papier de Nature Materials qui est sorti en 2011 d'un groupe japonais de Kano, où il rapporte un composé, lithium 10, germanium P2, S12, dont vous avez une conductivité qui, dans ce cas, est de 12 millisiemens. C'est-à-dire qu'on a des conductivités maintenant qui sont finalement proches du liquide. Alors on peut se demander pourquoi tout cet engouement. Mais cet engouement, il provient tout simplement de la recherche qui est souvent directement tirée par l'industrie. Et effectivement, c'est Toyota qui est en train de mettre la panique dans le domaine, avec l'annonce 2010. Vous voyez ici que Toyota plante tout directement, tout dépasser Tesla, grâce à des batteries tout solides en 2017, ou c'était l'annonce du moins qu'ils ont fait en 2017, et c'était pour 2022. Et ensuite, bien sûr, lorsque quelqu'un se lance dans un domaine aussi important que Toyota, qui a quand même une certaine crédibilité, puisque vous savez tous que c'est eux qui ont directement implanté les premiers véhicules hybrides, eh bien, de nombreux industriels suivent. BMW, vous pouvez voir ici cette compagnie qui était maintenant, je crois, dont le propriétaire est Dyson, où là aussi, ils prétendent directement de révolutionner le monde avec le tout solide, du moins de doubler les densités d'énergie, et ainsi de suite. Et ils annoncent, on peut en mettre sans arrêt. Voilà directement Samsung, qui maintenant pense utiliser le tout solide pour des téléphones portables. Vous avez maintenant des gouvernements dans le UK, en Grande-Bretagne, qui supportent directement, je dirais, cette initiative. Et bien sûr, en France, on ne reste pas derrière, puisque de cela une semaine, eh bien, l'Alliance Renault-Nissan, étrange, s'intéresse aux batteries tout solides. D'où vous voyez qu'il y a quand même de l'action. Et le but de ce cours, c'est finalement pour moi de vous montrer est-ce que cet optimisme est justifié d'un point de vue scientifique. Alors, pour répondre déjà à cette question, effectivement, il y a eu des progrès quand même énormes au niveau des conducteurs ioniques.
Et vous voyez ici la courbe, ça c'est le premier composé, lithium 3N, très bon composé à l'époque, mais qui n'était pas directement stable, je dirais, électrochimiquement et chimiquement. Et on arrive finalement dans ces composés, avec ici un oxyde, ou ici le fameux composé LGPS dont je l'ai mentionné, qui ont quand même des conductivités très intéressantes. En parallèle, on peut également noter qu'il y a eu des améliorations au niveau du procédé, avec notamment des techniques SPS, c'est-à-dire frittage à chaud, et on verra comment, avec des moyens de contrôler la surface et l'interface, de rendre une interface, je dirais, avec des propriétés qui sont directement phobiques, c'est-à-dire qui vont directement rejeter ou absorber l'eau, on va pouvoir contrôler cela, et ensuite on ne va pas le coulage par bande. Mais il n'en demeure pas moins que le problème majeur va rester, demeurer cette interface. Alors quand je vous montre tout ça, tout cet engouement, eh bien, ayant un peu vécu dans le domaine, mais je peux dire que j'en ai vu d'autres. Il n'y a pas longtemps, en 2013, Toyota, une fois de plus, eh bien, annonçait la révolution des métallaires batteries et ça allait directement nous conduire à des autonomies gigantesques. Même scénario, tout le monde a suivi. Volkswagen, vous voyez cette annonce, 500 miles on a single charge. IBM a lancé directement un gros projet américain de plusieurs millions d'euros. GM, un autre constructeur, et ainsi de suite. 6 ans plus tard, Lithium Air est tombé dans les oubliettes. Pas tout à fait, puisque Toyota a récemment écrit il y a un mois, les batteries au lithium air peuvent ou ne peuvent jamais arriver, mais ce n'est pas faute d'essayer. D'où, voilà si vous voulez, dans, je dirais, les circonstances que nous sommes en train de travailler, et allons voir maintenant ce qui se passe au niveau scientifique réellement dans ce domaine. Alors bien sûr, pour ces batteries tout solides, il y a une motivation. Puisqu'il n'y a pas d'électrolyte liquide, on a tout simplement du tout solide, automatiquement, ce qu'on met en avant, c'est que ces batteries tout solides seront d'une sûreté, je dirais, imbattable. Et vous verrez à la fin de cet exposé que cela n'est pas tout à fait vrai. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est qu'effectivement, avec les électrosolides, on va augmenter la sécurité et on peut espérer une augmentation en termes de watts par litre pour la bonne et simple raison, c'est que maintenant, puisqu'on travaille en tout solide, on peut faire des configurations bipolaires, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir tout simplement, via le collecteur de courant, qui va pouvoir jouer le rôle de positive et de négative, c'est-à-dire qu'on va aller déposer l'électrode positive et l'électrode négative sur le même collecteur de courant. C'est-à-dire qu'on peut faire des éléments en série et on n'est plus obligé directement d'avoir ces différents compartiments. Et ça va vous réduire votre espace, votre volume, et effectivement, théoriquement, ça va vous augmenter votre densité d'énergie, notamment en watts par litre, ce qui est important d'ailleurs pour le véhicule électrique, où le volume joue un rôle capital. Alors ça, bien sûr, c'est ce qu'on a tout lieu d'escompter, mais si on regarde réellement ce qui se passe, voilà effectivement le rêve, mais il y a des difficultés. Et si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est au niveau de l'assemblage de l'accumulateur, et ainsi de suite, on s'aperçoit que, regardez, on est très loin des densités qu'il va nous falloir. Rappelez-vous, on a des électrodes avec obligatoirement, pour un transport de charge, la nécessité d'avoir des électrolytes solides en jaune dans toute la cellule. Ce qui fait, comme vous pouvez le voir, il y a un faible taux de charge, d'où une faible densité d'énergie. Le deuxième problème, c'est que si on veut avoir un transport de matière, un transport d'électrons également, eh bien, il va falloir avoir des contacts entre l'électrolyte et le matériau d'électrode. Et là aussi, ça va demander, je dirais, des astuces pour essayer de dessiner, si je peux dire, ces différentes sortes d'interfaces qui vont avoir ou permettre cette percolation électronique et percolation ionique. Et là aussi, il y a encore pas mal de travail. Alors, finalement, le message de tout ça, est bien qu'effectivement, il faut améliorer la conduction ionique, le transport de charge et les interfaces, via des approches au niveau des matériaux, au niveau de l'ingénierie d'interface et également de l'assemblage qu'on va voir par la suite. Mais, comme vous pouvez voir ici, ça va être, une fois de plus dans ce cours, un problème de matériaux et un problème d'interface. Alors, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais un peu, finalement, structurer mon exposé en 3 parties. Je vais tout d'abord adresser les problèmes de conducteurs ioniques. Ensuite, je m'adresserai aux interfaces et je terminerai par l'assemblage avec des conclusions au niveau, je dirais, du développement. Alors, on va directement maintenant regarder ce qui se passe au niveau des conducteurs ioniques. Et là aussi,
le conducteur ionique, bien que vous allez voir, c'est une histoire de plus de 200 ans. Et je vous rappellerai que c'est finalement cette personne, Michael Faraday, qui a tout simplement découvert pour la première fois ce qu'était un conducteur ionique. Comment a-t-il fait cela? Il a utilisé bien sûr la pile de Volta, et il s'est amusé à connecter par exemple un lingot de difluorure de plomb avec cette ampoule électrique. Bien sûr, rien ne passe. Et par accident, ou peut-être qu'il avait réfléchi à ça, il a décidé directement de chauffer. Et lorsqu'il a chauffé, eh bien, il s'est aperçu directement qu'il y avait une conduction du courant puisque l'ampoule s'allumait. Et de ça, il a tout simplement déduit que le matériau changeait ses propriétés physiques, passait tout simplement d'un isolant à un conducteur ionique, et on a pu maintenant, par la suite bien sûr, définir la valeur d'un conducteur ionique, et on a cette fameuse transition qui est connue aujourd'hui sur la transition de Faraday. Et bien sûr, vous pouvez lire ici, c'est tout simplement tous les travaux qu'il a fait et le premier rapport qu'il a écrit sur ses observations, avec notamment le premier qu'il avait observé, c'était le sulfure d'argent Ag2S. D'où, comme vous pouvez voir ici, eh bien, ces transitions de Faraday, on peut les trouver dans pas mal de composés, dont j'en ai listé certains ici, avec des structures fluorides et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir dans ce cas. Donc voilà, si vous voulez, 200 ans. Ensuite, bien sûr, ça, c'est le cas des conducteurs ioniques au fluor. Vous allez voir que ces conducteurs ioniques, il y en a de toutes sortes. Il va y avoir des conducteurs cationiques. Vous en allez voir dans ce cas, c'est l'iode qui va jouer le rôle. Des conducteurs à base de sodium, on y reviendra par la suite, et on décrira d'ailleurs ces structures. Il va y avoir des conducteurs ioniques, où là, ça va être, je dirais, le centre de l'exposé. Et ensuite, bien, il y a d'autres types de conducteurs, des conducteurs anioniques, où on va bien sûr parler d'oxygène, et les conducteurs au fluor. Et pour la petite histoire, certains chercheurs ont même prétendu faire des tout solides avec des fluors plutôt que des lithiums. Comment ça fonctionne? Je vous mentionnerai directement, car c'est tellement important qu'on ne peut pas le faire autrement. C'est tout simplement le composé qui est utilisé, qui est connu de beaucoup, et qui a été le premier, je dirais, à intégrer dans un finalement dispositif électrochimique. C'est tout simplement l'yttrium dopé zirconat, c'est-à-dire ZrO2 dans laquelle vous allez doper de l'yttrium. Et qu'est-ce que vous faites ici? Bien, vous avez du zirconium plus 4, vous allez faire une substitution par l'yttrium plus 3, d'où dans ce cas, bien sûr, vous manquez une charge, d'où on va substituer par 2 yttrium, comme on peut voir ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir, dans ce cas, neutraliser les charges, et on va tout simplement introduire une lacune d'oxygène. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on a tout simplement cette fameuse conduction de l'oxygène dans ces fameux composés qui sont, comme vous le savez tous, utilisés pour les piles à combustible à haute température, c'est-à-dire les SOFC, avec, vous voyez, des conductivités qui sont alentours de 10-4 Siemens par centimètre, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui peut se faire et l'utilité de ces conducteurs tout solides. Alors, avant de passer maintenant dans le cas du lithium, eh bien, je vais essayer tout simplement de vous rappeler quelques brefs rappels sur les mécanismes fondamentaux de cette conduction ionique. Eh bien, la conductivité électrique, ionique LCK, bien sûr, est donnée par cette constante, enfin sigma, avec directement le produit de la charge, qui peut être plus 1 ou plus 2, de la concentration en défaut ou en ion, et de la mobilité. Effectivement, dans ce qui va nous concerner fortement dans le cas du solide, ça va être cette mobilité. Ça veut dire finalement la probabilité d'un ion de sauter de site stable dans le réseau en passant par ce que j'appellerais un goulot d'étranglement, du moins un goulot énergétique, que j'appellerais cette barrière énergétique. Cette barrière énergétique, qu'on peut décrire par l'équation d'Arrhenius ici, eh bien, c'est ça qui va être relativement important pour comprendre tous ces matériaux conducteurs ioniques. Alors, ça va dépendre de plusieurs paramètres, des aspects structuraux, les sites. Est-ce que le lithium va occuper un site tétraédrique, octaédrique, trigonal prismatique, ou alors la polarisabilité du réseau, lorsqu'on va passer directement d'un réseau que je vais dire relativement dur par rapport au réseau mou que va être le chalcogénure, le soufre, la valence de l'ion, s'il y en a un monovalent, un divalent ou un trivalent, et enfin, finalement, le volume libre de l'ion, c'est-à-dire l'espace que l'ion a pour, je peux dire, se propager au sein de la structure. Eh bien, quelques justifications de l'importance de ces paramètres sur des mesures de conductivité ionique, je vais vous apporter par certains diagrammes, où, dans un premier temps, je vais utiliser directement la taille de l'ion et la valence, où on va tracer directement la diffusion, le coefficient de diffusion, qu'on peut voir ici, avec la valence du cation. Et vous voyez qu'en ce cas, bien, lorsqu'on va passer directement des monovalents à divalents et trivalents, et vous voyez qu'en ce cas,
la diffusion va être limitée. Maintenant, on peut prendre une même structure, et dans cette même structure, notamment la bêta-alumine, et si on met différentes sortes de cations, et bien dans ce cas, on s'aperçoit que le meilleur candidat, c'est le sodium, et d'ailleurs le sodium bêta-alumina qui est bien connu. Et ça aussi, vous voyez qu'en ce cas, vous avez le lithium, et pour la bonne et simple raison, c'est que dans le cas du lithium, vous avez, si je peux dire, un point charge, et ça veut dire une interaction forte entre le lithium qui est très chargé et votre O2-, ce qui fait que le lithium il va directement se rapprocher de O2- plutôt directement que de traverser et de passer ce goulot d'étranglement. Enfin, une autre valeur importante, c'est le volume libre, ça veut dire finalement l'espace de la structure. Et dans ce cas, on peut quantifier cela en fonction de structure et de données cristallographiques. Et vous avez ici finalement la variation de la conductivité ionique pour le volume cristallin déduit de la famille des nasicons. Et bien sûr, cela n'est valable de façon générale pour toutes sortes de familles, mais vous ne pouvez comparer que famille par famille. Et vous voyez qu'en ce cas, lorsqu'on fait des substitutions et qu'on va augmenter le volume libre, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'on va augmenter la conduction ionique. Et bien sûr, si on augmente la conduction ionique, rappelez-vous, c'est la hauteur de cette barrière, on va baisser cette barrière énergétique. Donc voilà, si vous voulez, quelques notions qui vont nous servir lorsqu'on va regarder les conducteurs ioniques par la suite. Alors, si on regarde quelques conducteurs ioniques, bien sûr, celui qu'on doit rappeler en premier, c'est celui qui est connu de tous, c'est finalement sodium bêta-alumina. C'est ce composé dont la formule est écrite ici, dont la structure est décrite par des blocs de bêta-alumine avec ces tétraèdres ALO4 qui vont les connecter selon l'espace dans la dimension 3D, qui vont laisser ici directement des espaces ou des cavités dans lesquelles vont aller les ions sodium. Et ça aussi, c'est un des premiers conducteurs qui a été utilisé et qui existe aujourd'hui pour la technologie sodium-soufre, qui bien sûr évolue à des températures de 200 ou de 300 degrés C et qui est utilisée, qui est encore, la première batterie la plus utilisée dans le domaine du stockage de masse. Donc voilà, si vous voulez, l'utilité de ces conducteurs ioniques. Ensuite, la deuxième famille de composés le plus connue au niveau des conducteurs ioniques, ce sont les composés de type nasicon. Sodium superionique conducteur. Et là, vous avez une structure de type nasicon où, peu importe la structure, il y a quand même une caractéristique bien particulière, c'est qu'elle est formée, de briques élémentaires que l'on peut directement décrire par ces lanternes, c'est-à-dire avoir ces trois tétraèdres qui sont directement situés à l'insertion de deux octaèdres. Vous formez ainsi une lanterne. Cette famille de matériaux est très intéressante puisqu'on peut faire des quantités, gigantesques de substitutions, comme on peut voir ici, et cette charpente va avoir une certaine flexibilité au changement de cation, au changement d'anion et ainsi de suite. Et de plus, c'est ce que l'on veut, de très bons conducteurs ioniques et de très, très forts isolants. Parce que dans ce cas, eh bien, si vous voulez une délocalisation électronique, on peut l'avoir entre le métal, l'oxygène et le métal, mais cela est impossible puisqu'on a directement des tétraèdres qui vont tout simplement me séparer mes octaèdres. D'où on a un composé qui, électroniquement, est parfaitement isolant. Et je dirais, le matériau phare dans ce domaine, c'est la phase sodium 3, ZR2, PS, I2O12, dont la conductivité est marquée ici de 10-4, 6 mètres par centimètre, avec une énergie d'activation de 0,3 électron-volt. Alors voilà un peu ce que je voulais vous décrire, et maintenant je vais vous passer en revue certaines familles de conducteurs ioniques, mais je ne vais pas faire des détails trop longs sur les structures, je vais mentionner certains aspects. Alors, en dehors de cela, eh bien, il y a les fameuses pérovskites, dont la structure est ABO3. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous allez travailler dans les conducteurs ioniques, il va falloir finalement un index pour comprendre les composés. Les gens utilisent leur jargon, LLTO, LLZO, ENSO. Et là, ça veut dire, LTO, ça veut dire lithium, lantane, titane, oxygène. LLZO, lithium, lantane, zircon, oxygène. Et ça, malheureusement, vous devez directement vous rappeler de tout ça si vous voulez comprendre quelques papiers là-dessus. Alors, si on prend le cas des pérovskites, eh bien, vous avez la structure ici, et dans ce cas, vous avez des lacunes. Et vous voyez que ces lacunes vont être dans le site A, et pour le lithium de sauter d'un site à l'autre, vous voyez que dans ce cas, il va passer par ce goulot d'étranglement. Et ça, c'est la barrière énergétique dont je vous ai mentionné auparavant. Il va lui falloir une certaine énergie pour directement franchir cette barrière. Le problème de ce composé,
c'est que vous avez du titane qui est plus 4, il va pouvoir se réduire en titane plus 3, d'où, à ce compte-là, générer une conduction électronique, ce qui ne va pas être bon pour un électrolyte tout solide. Ensuite, on a la famille des grenats, matériaux qui sont entre autres utilisés fortement pour tout ce qui est le magnétisme, pour tout ce qui est directement les propriétés optiques, le rubis, par exemple, découle des grenats et ainsi de suite. Dans ce cas, eh bien, il y a une conduction, une fois de plus, par lacune de lithium, et ce matériau est relativement intéressant, puisqu'il y a des conductives correctes, mais il est relativement stable, et je dirais malléable. C'est-à-dire qu'on peut finalement en faire des pastilles, et ainsi de suite. Et enfin, la troisième famille, qui est une famille de type nasicone, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je n'ai plus du sodium, j'ai du lithium, d'où en réalité c'est l'isicone, et c'est les matériaux dont la formule sont indiquées ici, avec de bonnes conductivité, et ce matériau est commercialisé au jour d'aujourd'hui sous la forme de ORA glace, c'est-à-dire c'est des, je dirais, des plaques de 1 inch de côté que vous payez $300 la plaque. D'où voilà directement ces matériaux. Alors, vous avez les oxydes, et on va directement passer la même chose au niveau directement des chalcogénures. Et si on passe des chalcogénures, eh bien, regardez, on va garder les mêmes structures. Maintenant, on ne va pas avoir, puisqu'on a du soufre, on va appeler thiolusicone. Et là, vous avez les structures de lithium 4-X, GPS4, comme indiqué ici, où vous avez la représentation des lithiums, et dans ce cas, vous avez tout simplement des tétraèdres de PS4 qui constituent, je dirais, la base fondamentale de ce réseau. Restant dans le domaine des chalcogénures, mais maintenant ajoutant un autre élément pour une plus grande polarisabilité du réseau, il y en a la famille des argyrodites, de formule lithium 6 PS5X, avec dans ce cas soit le brome, soit le chlore, avec, on peut le voir ici, des conductivités, je dirais, ioniques de 3, 10-4, c'est-à-dire ou 3 ou 1, 10-4. D'où, si vous voulez, tous les composés dont je vous ai rapportés jusqu'à maintenant, eh bien, ont des conductivités aux alentours de 10-3, 10-4. Et c'est là que ce fameux composé, dont je l'ai mentionné au départ de Cano, ce fameux composé au soufre, a été découvert. Et c'est cette fameuse phase lithium 10, germanium P2S12, dont vous avez une structure trois-dimensionnelle qui est tout simplement constituée de tétraèdres germanium S4, qui directement va être relié à des octaèdres LiC6 pour former des chaînes 1D qui sont séparées directement par, dans ce cas, les tétraèdres PS4. Vous avez ici la position directement des lithium, et on peut s'apercevoir que si je regarde dans la direction C, eh bien, on a dans ce composé une conduction ionique 1D. C'est-à-dire qu'on a une structure 3D dans laquelle le lithium va se déplacer dans une direction uniaxiale. Et ce fameux composé, eh bien, c'est celui-là qui a battu les records, et avec des conductivités de 10 puissance moins 2, 12 millisiemens ou 10 millisiemens à 25 degrés C. D'où ce composé, génial, il a été rapporté. Dans le papier principal, les auteurs en ont même fait des batteries tout solides, mais très peu de temps après, on s'est aperçu que ce composé, il n'était pas du tout stable vis-à-vis du lithium. D'où totalement inutile vis-à-vis directement des applications. D'où, par conséquent, les chercheurs ont essayé de jouer avec le tableau périodique pour rendre ces composés plus stables, et bien sûr, le jeu de la substitution chimique s'est enclenché avec différentes substitutions, dans lesquelles le germanium a été remplacé par le silicium ou par l'étain, le soufre par le chlore ou par l'oxygène, et ainsi de suite. Et de nouveau, rappelez-vous que l'avantage de changer le soufre par le chlore va directement augmenter la polarisabilité du réseau. Et effectivement, je vous trace ici toutes les conductions ioniques obtenues pour ces matériaux, avec deux composés qui aujourd'hui, je dirais, sont les composés phares, c'est-à-dire ce composé lithium 954, silicium, phosphore, ainsi de suite, et ce fameux composé lithium 9.6, P3, S12. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont ces matériaux. Et dans ce cas, eh bien, il y a des conductivités de 30 millisiemens par centimètre moins 1. D'où, définitivement, on a aujourd'hui, au niveau des conducteurs ioniques, des matériaux solides qui vont vous conduire les ions plus rapidement que des liquides. Alors, si on regarde maintenant ces nouveaux matériaux, et surtout au niveau de leur structure, ici on les compare aux premiers matériaux LGPS, vous apercevez dans ce cas la structure, je vous ai dit, la conduction 1D. Et si maintenant je mets ces nouvelles structures, qui sont bien sûr dérivées,
Et vous apercevez que si je regarde dans cette représentation, dans laquelle le lithium est représenté par ces ellipsoïdes en vert, vous apercevez dans ce cas qu'il y a un déplacement anisotropique au niveau de la température. Et si on fait maintenant des calculs de distribution nucléaire du lithium, et vous apercevez que ce matériau n'a pas une conduction monodimensionnelle, mais a une conduction tridimensionnelle. Et c'est certainement une des raisons pour laquelle vous avez une meilleure conductivité ionique. On peut faire des calculs de bonne balance et s'apercevoir que finalement, on peut dans ce cas générer la conductivité 3D dans la phase de départ si maintenant on monte à des températures de 500 degrés C. Et ça vous montre finalement des matériaux qui ont à peu près la même structure, mais comment on peut, en raison de cette diffusion qui est soit monodimensionnelle, soit tridimensionnelle, avoir des matériaux qui sont beaucoup plus performants. Alors, en allant, si on continue dans ces différentes sortes de structures, bien on va voir que, bien sûr, toutes ces recherches dans les composés du soufre ont généré beaucoup d'engouement sur les chercheurs et beaucoup, je dirais, de créativité, d'innovation. Et on va voir directement d'autres composés ou d'autres approches relativement intéressantes. Une approche intéressante correspond à la phase bêta lithium 3 PS4, dont ce matériau, en tant que massif, n'a rien d'extraordinaire, ou plutôt des conductivités de 10-7 qui ne sont pas directement percutées au plafond. Par contre, des chercheurs ont montré que si maintenant on peut préparer ce matériau par des voies classiques de broyage mécanique, et bien dans ce cas, on peut obtenir la même phase, mais à l'échelle, je dirais, de nanocristallites ou nanopores. Et dans ce cas, eh bien, on peut directement obtenir des conductivités de 10-4. D'où le message ici, c'est qu'en jouant des fois sur la morphologie du matériau, eh bien, on peut améliorer les conductivités ioniques. Et je dirais que c'est une stratégie qui est valable pour sûr dans le cas des chalcogénures, mais qui n'est pas valable dans le cas des oxydes, où là, vous allez directement créer des joints de grains, et beaucoup plus de joints de grains, et une impédance beaucoup plus importante. Sur la même base, eh bien, des chercheurs ont appliqué le concept de polarisabilité, et ils vont remplacer tout simplement le soufre par l'iode. Et là aussi, c'est une méthode de synthèse que je trouve assez ingénieuse, dans laquelle ça a été fait dans un solvant organique, du broyage en solvant organique, pour obtenir un composé, si je peux dire, dans lequel DME, je n'oserais pas dire, est intercalé à l'intérieur, du moins est piégé dans le composé. Ensuite, une réaction classique avec l'iodure de lithium, pour obtenir directement cette phase qui, là aussi, a lithium plus DME, et par un simple chauffage, ils ont pu obtenir le composé lithium 4, PS4I. J'appellerais ça une réaction de métathèse, dans laquelle vous ajoutez directement Li, iode, à votre composé au départ. Et grâce à cela, eh bien, ils ont directement obtenu des conductivités de 1,2, 10-4, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, des travaux. Et enfin, je voudrais revenir sur ce fameux système que j'avais étudié il y a 40 ans. Il faut montrer que là aussi, il y a des évolutions. C'est ce fameux système classique, lithium 2S, P2, S5. Ce que vous êtes en train de regarder ici, c'est tout simplement des mesures de conductivité ionique sur des échantillons qui ont été préparés avec différentes compositions par, je dirais, broyage mécanique. Et on fait tout simplement du pressage à froid et on mesure les conductivités qui sont directement indiquées par ces cercles ici en blanc. Maintenant, vous prenez les mêmes pastilles et on va directement les chauffer. Et lorsqu'on va chauffer ces pastilles et qu'on va les refroidir à température ambiante, on s'aperçoit directement que la conductivité a fortement augmenté. C'est-à-dire qu'on a un domaine ou un état de verre et on est passé à ce qu'on appelle des vitrocéramiques. Et en effet, si vous regardez la morphologie, vous voyez ici que le fait de chauffer, vous voyez qu'en ce cas, j'ai notamment densifié le matériau et éliminé des joints de grains. Et on peut bien sûr faire cela et aller même jusqu'à directement des températures de, je l'appellerai, de vitrification relativement plus élevées. Et vous voyez qu'à 300 degrés ou 280 degrés, maintenant j'ai des matériaux qui sont 17 millisiemens, qui sont presque directement à plus ou moins 5 millisiemens, proches du fameux composé record dont je vous ai mentionné auparavant. Et vous voyez que ça, c'est un système qui était connu depuis 40 ans, mais comme vous allez voir, il y a encore des difficultés. Ce composé présente des propriétés intéressantes, parce que si vous regardez sa stabilité vis-à-vis du lithium, si on en croit la littérature, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a une courbe électrochimique de dépôt et de retrait du lithium qui est assez impressionnante, je dirais, pour des composés au soufre.
Et également, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut mélanger avec des oxydes et on aperçoit qu'on a directement, on n'a pas de joint de grain. Donc, si vous voulez, voilà à peu près sur ce. Mais la question qu'il y a, c'est que l'origine de telle conductivité est encore, je dirais, la source de nombreuses spéculations. Et là, je voudrais en venir au futur dans ce domaine, où je pense qu'il faut développer les techniques in situ pour aller comprendre réellement ce qui se passe dans ces matériaux. Ces travaux ont déjà été initiés par un groupe allemand qui a directement développé ce système de pressage à chaud qui vous permet, dans ce cas, de contrôler par des mesures d'impédance la variation de votre conductivité ionique en fonction de la température et en fonction de la pression. D'où on peut indirectement établir un diagramme de phase. Et une autre manip, qui n'est pas encore appliquée dans le domaine, mais qui serait géniale dans le domaine, c'est ce qui a été appliqué dans les conducteurs thermoélectriques, ou dans les composés thermoélectriques, qui sont formés de chalcogénures, notamment du tellurium et ainsi de suite, où maintenant, eh bien, on peut, grâce à des capillaires, dans lesquels on peut injecter directement nos produits au départ, on peut tout simplement chauffer en fonction de la température et collecter directement les variations de phase, les diagrammes de phase, et on peut faire cela en montant en température et ainsi de suite. Et il y a des travaux, je dirais, spectaculaires qui ont été faits là dans ce domaine par un groupe du Wisconsin pour les thermoélectriques et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, où le futur doit aller si on veut réellement comprendre ces diagrammes de phase de ces verres, de ces vitraux céramiques, dont aujourd'hui ils sont encore, je dirais, source de beaucoup de spéculations. Donc je vous ai montré beaucoup de matériaux, et maintenant on peut se demander, est-ce qu'on peut rationaliser cela et faire directement de la recherche soutenue avec, je dirais, certaines directions. Et ce qui va m'amener à switcher ou à changer sur quels sont les principes de conception que l'on peut dessiner ou que l'on peut utiliser pour de tels matériaux. Et bien sûr, ça va mener à l'approche théorique. Cette approche théorique, eh bien, on va tout simplement repartir sur les bases fondamentales que j'ai mentionnées, c'est-à-dire, eh bien, dans ce cas, comprendre cette migration entre deux sites stables dans la structure, c'est-à-dire déterminer cette barrière énergétique. D'où comprendre ces matériaux, ça veut dire qu'il faut connaître la topologie des sites dans les bons conducteurs ioniques. Et je vais vous rapporter ici des travaux qui ont été faits par Gertran Seder sur ces fameux conducteurs ioniques. Alors pour cela, eh bien, il a tout simplement pris les meilleurs conducteurs ioniques, ce fameux LGPS ou son dérivé, et il a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Alors rappelez-vous, ce déplacement, cette barrière énergétique, vous avez tout simplement deux sites cationiques, et automatiquement, lors du saut, vous allez être obligé de passer dans le réseau anionique. Donc c'est la raison pour laquelle, pour faire ces calculs, il a tout simplement considéré pas le réseau cationique, il s'est tout simplement intéressé au réseau anionique et à regarder s'il y avait une certaine spécificité de tous ces composés. Et il s'est aperçu que tous ces bons composés, eh bien, tout simplement, cristallisés dans une structure directement BCC, c'est-à-dire cubique centré, comme on peut voir ici. Et ensuite, il a comparé avec d'autres types de structures, c'est-à-dire phase cubique centrée ou hexagonale compacte. Et à partir de cela, eh bien, il a tout simplement calculé les chemins diffusionnels et les barrières énergétiques associées à ces chemins diffusionnels. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si vous voulez directement, dans le cas de BCC, vous avez tout simplement, vous allez sauter d'un site tétraédrique à un site tétraédrique. Et il a calculé ces énergies. Et vous apercevez qu'en ce cas, l'énergie est relativement faible, 0,15 électronvolts, ce qui est très faible, ça veut dire qu'il va y avoir une très grosse conduction ionique. Il fait la même chose dans le cas des structures FCC. Vous voyez que maintenant, d'abord, regardez ici, ça veut dire que chaque fois que je vais aller d'un site tétraédrique à un site tétraédrique, je vais être obligé de passer par un site octaédrique. Et ça va être beaucoup plus coûteux énergétiquement. Et enfin, le dernier, qui est le plus complexe, c'est les structures compactes. Vous avez dans ce cas plusieurs, je dirais, sites directionnels, comme vous pouvez voir ici. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on va passer de sites tétraédriques à sites tétraédriques. On va passer directement, comme avant, de sites tétraédriques, octaédriques, tétraédriques, et finalement, même des sites octaédriques. Mais regardez les énergies ici. D'où, de tout ça, eh bien, vous pouvez en conclure que définitivement, c'est la structure BCC qui va présenter le plus d'avantages en termes de conduction ionique, raison pour laquelle ces matériaux ont cette structure.
Alors ensuite, bien sûr, on est en train de considérer le réseau anionique du soufre. Et maintenant, on veut savoir, ou on peut changer, et on peut se demander, que se passe-t-il si j'ai des composés dans lesquels mon réseau anionique va tout simplement avoir des volumes relativement plus larges. C'est la raison pour laquelle il a fait les mêmes calculs, dans lesquels maintenant, eh bien, il va tout simplement changer le volume libre par atome de soufre. Et vous voyez que lorsque je fais ces calculs, eh bien, voilà, il s'aperçoit une fois de plus que quel que soit le volume, c'est toujours les structures BCC avec les sauts tétraédriques qui sont, je dirais, les plus attractives. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a certaines inversions, mais lorsqu'on passe aux structures F et C ou FC. D'où, définitivement, les réseaux BCC sont les plus intéressants. Alors ensuite, il a continué ses calculs et, tout simplement, je dirais, fait un dépistage des différents composés qui avaient ces structures BCC ou reliées BCC, et finalement, il a terminé avec 25 composés, donc je les ai mentionnés ici, et pour pouvoir les comparer, eh bien, les premiers composés sont parfaitement ordonnés, et ensuite, vous avez directement des réseaux BCC avec des distorsions. C'est la raison pour laquelle, ici, j'ai marqué déviation en distance et déviation en angle. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, automatiquement, bon, il était parti de ça, mais automatiquement, c'est bien sûr les structures LGCPS et celles que je mentionné au départ qui ont les meilleures, je dirais, performances, car elles cristallisent dans le bon réseau. Mais cette approche, je dirais, peut être étendue à d'autres types de matériaux. Si vous prenez par exemple les matériaux de type LiOCl, LiOBr, encore des matériaux qui ont fait beaucoup de bruit récemment, dont je ne mentionnerai pas ici, mais on a tout simplement là aussi des structures BCC. Si vous prenez les conducteurs ioniques, comme j'ai mentionné, l'iodure d'argent ou l'iodure de cuivre, vous avez la même chose. Et l'exception, c'est les structures agérodites, où là, effectivement, on a une très bonne conduction ionique, mais on n'a pas tout simplement ça. D'où, si vous voulez, voilà un peu ce que je voulais vous raconter sur les matériaux, avec l'établissement de ces matériaux, et ensuite l'apport théorique pour vous donner un peu certaines directions. D'où, cela va conclure la première partie de ces trois parts de cet exposé, où maintenant, je vais m'attaquer aux problèmes d'interface et vous montrer là aussi quelles sont les difficultés. Alors tout ça, vous avez montré de matériaux formidables. La question maintenant, que vont-ils donner lors des applications et que va-t-il se passer aux interfaces? Eh bien, je vous trace ici les trois matériaux phares, c'est-à-dire la phase lithium 9,6 P3S12, c'est-à-dire les trois meilleures phases dont je vous ai mentionné jusqu'à maintenant. Et je vais faire tout simplement un accumulateur avec mon électrolyte, mon lithium d'un côté et un LiCO2 de l'autre. Et j'obtiens ces courbes indiquées ici. Vous voyez directement la charge, avec le 4 volts de lithium CO2, vous déchargez avec une irréversibilité qui, ici, est autour de 10 à 15%. Vous prenez maintenant ce fameux lithium 10, germanium P2S12. Vous voyez qu'en ce cas, ça devient catastrophique. Il y a une interface gigantesque, une irréversibilité gigantesque. Et ça devient encore plus catastrophique avec ce matériau qui est celui qui détient le record aujourd'hui en termes de conductivité ionique. Tout cela veut dire qu'il y a des problèmes d'interface. Si on a des problèmes d'interface, vous avez suivi tous les cours, quelle est la technique qu'on va regarder? On va aller voir par XPS ce qui se passe. Et bien, lorsqu'on va voir par XPS ce qui se passe, eh bien, vous avez l'XPS qui a été fait directement au niveau du germanium, au niveau du phosphore et au niveau du soufre. Résultat, vous apercevez que ces matériaux, ils se débobinent en contact du lithium. Ils se débobinent en vous donnant des alliages lithium-germanium, en vous donnant directement Li3P et Li2S. D'où cela veut dire que même ces matériaux de rêve, eh bien, ils vont avoir leurs problèmes inhérents, que sont des problèmes d'interface. Alors bien sûr, maintenant, la question qui se pose, est-ce un problème général ou pas? D'où, retour, il faut y faire confiance, à des calculs théoriques. Et voilà des calculs théoriques dans lesquels des chercheurs, par des mesures de DFT analogues à ce que je mentionnais, je dirais, sur les liquides, de façon, je dirais, très large, ont déterminé quels sont les domaines de stabilité thermodynamique. Et lorsque vous voyez directement, alors bien sûr, cela n'a aucun problème, hein, lithium fluorure, lithium-ion, lithium-bon, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous regardez tous les matériaux dont je vous ai parlé, regardez les thiophosphates et les fameuses phases lithium, ainsi de suite, regardez les domaines de stabilité. Et aucun de ces matériaux n'est thermodynamiquement stable pour travailler dans les domaines que l'on veut utiliser. Ça veut dire que là aussi, malgré qu'on soit passé du liquide au solide, eh bien on va avoir directement l'aspect thermodynamique et l'aspect cinétique. Et
ces conducteurs ioniques solides vont fonctionner une fois de plus, car on va tout simplement travailler dans le domaine de cinétique, c'est-à-dire en dehors des plages au potentiel, comme indiqué ici, via la formation de composés secondaires, de phases secondaires, dont il va falloir bien sûr contrôler l'activation ou la passivation, et ainsi de suite. Et là aussi, je ne fais pas faire un cours d'additif, mais le tout solide eh bien, est en train de rentrer dans une autre ère où les travaux vont devoir directement se focaliser à comprendre cette interface et comment directement je peux la modifier, soit par des additifs, soit par des astuces au niveau synthèse. Alors, des astuces au niveau synthèse, eh bien, il y en a déjà certaines, puisque vous savez, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine, c'est que lorsqu'on va utiliser LiCO2 et qu'on veut le mélanger avec un chalcogénure, eh bien, pour des compatibilités chimiques, on ne va jamais utiliser les deux matériaux ainsi. On va aller tout simplement protéger, faire une carapace autour du lithium CO2, et dans ce cas, pour y apporter du amphora avec du lithium niobate, et ainsi de suite. D'où, comme je vous disais, eh bien, là aussi, beaucoup de chercheurs, de groupes au jour d'aujourd'hui, essaient de comprendre cette interface et de la maîtriser. Je vais vous montrer deux exemples, ou même un seul exemple, appliqué à deux applications différentes. Le premier, eh bien, c'est un exemple tout simplement qui a été effectué avec les grenats et pour avoir ou contrôler les interfaces. Et ce que vous voyez ici, c'est que vous avez tout simplement l'interface entre le lithium et le grenat qui n'est pas géniale. Vous voyez, vous avez cet espace vide, ainsi de suite. D'où il faut, dans ce cas, eh bien, améliorer cette interface. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils sont tout simplement allés déposer une couche de silicium sur le grenat. Okay. Et ensuite, eh bien, ils ont mis en contact le lithium sur le silicium. Et là, eh bien, réaction immédiate, vous allez former directement un alliage lithium-silicium, et vous passez d'une surface qui, je peux dire, hydrophobe, si vous préférez, ou lithiumphobe, à une surface lithiumphile. Et par ce fait, eh bien, on peut directement avoir de meilleures propriétés. Et là aussi, si vous voulez, c'est une astuce qui vient d'être publiée, mais qui avait été faite, je dirais, par Steve Visco il y a longtemps de ça, en utilisant tout simplement un composé de conversion qui, en contact avec le lithium, eh bien, engendrait la formation de nitrure de lithium et de cuivre. Eh bien, la stratégie a été indiquée ici. Vous voyez que maintenant, je vais directement déposer, et je vais créer directement ce que j'appellerais ce feuillet tampon en interface entre le lithium métal et le garnet ou le grenat. Et cela, bien sûr, nous permet, dans ce cas, comme vous pouvez le voir, par les mesures d'impédance, vous voyez tout simplement l'impédance avant, de façon classique, et maintenant, si je cote, ou si je l'enrobe, la surface avec tout simplement du lithium. Tout ça, c'est, je dirais, une approche très intéressante qui a été directement travaillée récemment. Alors ensuite, je dirais, dans le même style, c'est, je dirais, le même genre de schéma dans lequel on peut mettre d'autres alliages avec l'aluminium ou l'étain. Et vous voyez que là aussi, regardez la mouillabilité du lithium sur le grenat, et regardez directement la mouillabilité lorsqu'on a directement cette couche interposée d'alliage. Et ça, et bien sûr, ça présente des avantages pour faire le tout solide, mais ça présente également des avantages pour, je dirais, faire ce que j'appellerais des cellules à deux compartiments, dans lesquels maintenant, je peux avoir mon électrode négative lithium et mon électrolyte, et je peux de l'autre côté, eh bien, tout simplement, utiliser du liquide. Ça veut dire que les technologies métallaires, les technologies lithium-soufre, et ainsi de suite, peuvent fortement bénéficier de cette approche, où, comme vous pouvez voir ici, la moitié de la cellule eh bien, va tout simplement être relativement étanche et inerte, je dirais, aux espèces qui peuvent venir de la décomposition de l'électrolyte de l'autre compartiment, de la positive ou de la négative. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des interfaces. D'où progressons, et on va arriver maintenant aux techniques d'assemblage. Alors les techniques d'assemblage tout solides, eh bien, comme vous pouvez voir ici, elles vont être variées, et on va voir tout simplement qu'on va retrouver le cas des microbatteries, tous ceux qui approchent couche mince, ou alors les macrobatteries, dans laquelle, dans ce cas, on va avoir de la densification pour, je dirais, avoir des électrodes épaisses. On peut avoir la technologie par frittage, ou ce qu'on appelle en anglais spark plasma sintering, où dans ce cas, eh bien, on va pouvoir appliquer pression et surtout température et avoir des montées en température relativement élevées, dues tout simplement à l'effet Joule et au courant élevé qu'on va envoyer tout simplement dans ces cellules. Et enfin,
il peut y avoir ces différentes approches de pressage à chaud, et ce qui, bien sûr, je dirais, à l'heure actuelle, beaucoup de travaux sont reliés à ces procédés de coulage à bande, sur lesquels on peut ensuite découper les accumulateurs, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait. Alors, au niveau du laboratoire, je dirais, on reste beaucoup plus modeste, et on va tout simplement faire des cellules, je dirais, de ce type, dans laquelle on va avoir les 3 électrodes dans une cellule de pression, et on va tout simplement mesurer et faire du cyclage à l'intérieur. Alors, si vous voulez, je vais mentionner beaucoup de matériaux, beaucoup d'interfaces, et finalement, il est temps de voir qu'est-ce que ça va donner en termes de performance. D'où je vais vous rapporter maintenant les performances qui ont été obtenues, je dirais, les meilleures à ce jour, sur les matériaux ou les conducteurs ioniques récents. Et je vous donne ici directement la configuration de l'accumulateur dont on va mesurer, avec les épaisseurs, avec également les formulations d'électrodes, et ainsi de suite. Et on va dans ce cas, eh bien, montrer 2 types de cellules, une cellule à haut potentiel et une cellule à très haut courant. Alors, quelle est la différence? Très haut potentiel, regardez, je vais utiliser le graphite. Et rappelez-vous, si j'utilise le graphite, parmi les 3 conducteurs ioniques que je vous mentionnais, il n'y en a qu'un qui n'est pas trop mauvais vis-à-vis de graphite ou de ses bas potentiels, qui est cette fameuse phase lithium 9,6, P3, S12. D'où cet accumulateur à faire ici. Par contre, maintenant, si vous utilisez un conducteur ionique qui est très rapide, comme la dernière phase, rappelez-vous que celle-ci n'est pas stable vis-à-vis du lithium. Elle n'est pas stable vis-à-vis du carbone. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, je vais construire une cellule avec LiCO2 et lithium 4 et 5O12. Malgré cela, je dirais, et concernant les épaisseurs de ces électrodes, les performances sont quand même assez, je dirais, impressionnantes, du moins dans ce papier. Vous pouvez voir que dans ce cas, on peut directement avoir de la puissance sur ces matériaux. Et vous avez des systèmes qui sont de 150C ou 1,8C, et je rappellerai que 1C, ça veut dire qu'on va utiliser toute l'énergie de l'accumulateur en 1 heure. C'est-à-dire, lorsque je fais des 18C, par exemple, je le fais en 3 minutes. Et vous voyez qu'on a quand même des capacités qui sont relativement correctes et assez impressionnantes, et vous ne faites pas ça avec du liquide. Si on regarde maintenant au niveau des performances, en fonction du cyclage, bien là aussi, il y a des performances qui ont été obtenues, je crois, à 18C, c'est-à-dire des cyclages en 3 minutes, et on s'aperçoit que là aussi, il y a de très bonnes, performances en cyclage. Ça, c'est la température ambiante. On peut regarder maintenant, alors vous voyez, là encore, je change encore de cellule, pour la bonne et simple raison que je regarde les performances, où je vais changer d'électrolyte, où je fais un mélange d'électrolytes, et vous voyez quand même qu'à 100 degrés, voilà ce que vous allez obtenir après 1000 cycles. Et ça, effectivement, il faut le reconnaître, c'est des résultats que vous n'aviez pas il y a 2 ans. D'où il y a des progrès, je dirais, réels dans ce domaine. Et enfin, bien sûr, si on veut faire des électrodes épaisses, et là je vous mets 320 microns ou 308 microns, là je dois dire que ces électrodes, elles sont réellement épaisses, elles sont plus épaisses que les électrodes que j'avais dans mon accumulateur aujourd'hui. Et malgré cela, eh bien, ils obtiennent du 133 Wh par kilogramme, avec des performances en puissance qui sont, je dirais, relativement correctes. Donc voilà, si vous voulez, que ce qui se passe, d'où il y a des résultats encourageants, mais bien sûr, il y a encore des verrous de technologie à lever. Alors on peut faire ça par ces méthodes, je dirais, avec les 3 compartiments. On peut faire également des cellules avec, je dirais, les méthodes SPS. Et ça, c'est les travaux qui ont été faits dans le cas du réseau français il y a de cela 5 ou 6 ans, où on peut maintenant assembler, vous mettez les poudres des 3, et on peut directement assembler des cellules. Vous avez une cellule directement tout solide, à base de lithium. Donc vous voyez l'épaisseur de l'électrolyte, et vous voyez la répartition, ou la coupe transversale, avec l'épaisseur. Et vous voyez que cette cellule, eh bien, elle a pu être cyclée, ce n'est pas les 200 cycles ou les 1000 cycles que je viens de montrer, mais on a pu être cyclée à une température de 140 degrés, en vous donnant là aussi des performances, je dirais, relativement raisonnables. Tout cela, eh bien, ça peut directement s'extrapoler au cas du sodium. Et d'ailleurs, dans ces études, ça a été poursuivi dans le cas du sodium. Et ça, c'est un papier d'ailleurs qui a été fait à Amiens sur le tout solide, avec le sodium, où là, vous avez 2 matériaux, 2 composés de type Na3V2PO4 3 fois, avec positive et négative, puisqu'en ce cas, vous avez un plateau à 1,5 volts et 3,5 volts, avec, dans ce cas, un composé à l'intérieur qui est un azicon. Et vous voyez qu'on peut obtenir, en fonction de la température, des performances qui sont relativement intéressantes. Et bien sûr, les meilleures performances sont obtenues à plus haute température. Voilà. Alors on peut s'amuser avec ces tout solides, et on peut aller encore plus loin. Et j'ai trouvé un papier qui était relativement intéressant car
ça reprend des travaux d'un siècle sur la fameuse pile Daniel. La pile Daniel, vous savez qu'elle fonctionne, comme indiqué ici, électrodes de cuivre, électrodes de zinc, qui sont simplement trempés dans des sulfates de cuivre ou sulfates de zinc. Et vous avez, si les jeunes se rappellent encore ce que c'est que ce truc-là, c'est un pont salin. Et ce pont salin vous permet directement de séparer les deux compartiments. Donc vous me voyez venir. Et bien maintenant, si je peux mettre ce fameux électrolyte entre les deux, eh bien je peux créer une pile Daniel qui va être rechargeable. Et effectivement, c'est ce que vous avez fait les chercheurs, ce qu'ils ont fait. Et vous avez dans ce cas une pile Daniel dans laquelle, qu'est-ce qui se passe ici? Je fais une solution, je l'avais ici, j'ai une solution de nitrate de lithium ici, de sulfate de zinc ici. Et lorsque je vais tout simplement charger la pile, eh bien, mon lithium va tout simplement aller de mon électrode positive à mon électrode négative. Le zinc et le cuivre, il a directement un conducteur ionique qui est bien spécifique, d'où ils vont rester de ce côté. Et automatiquement, je vais équilibrer, dans ce cas, le zinc qui va aller directement se déposer, d'où je vais avoir une déficience en charge, mon lithium bougé. Et lorsque je vais en charge, eh bien, ça va être l'opposé. Et voilà les résultats qu'on a pu obtenir. Vous voyez que ça ne marche pas si mal que ça du tout. Voilà la cyclabilité, une efficacité énergétique de 100%, et en puissance, vous voyez que là également, on a dans ces composés, je dirais, des performances relativement intéressantes. Bien sûr, à la fin, c'est ce qui compte, la densité d'énergie est de 34 Wh par kilo, c'est loin des 133 ou des 240 ou 250 du lithium-ion. Mais pour vous dire comment les chercheurs s'amusent, et en reprenant directement les vieilles manips d'anciens temps. D'où, voilà beaucoup de résultats, et il est temps directement de donner un sens à ces résultats. Et le sens, malheureusement ou heureusement, on va le donner par ce fameux diagramme de Ragone. Ce diagramme de Ragone, dans lequel c'est justement les fameux chercheurs ici, qui ont rapporté ces nouveaux composés, ont tracé, comme dans le diagramme de Ragone, la puissance en fonction de l'énergie spécifique. Et ça, c'est presque un test pour vous demander aux étudiants, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la fumisterie ou c'est la réalité? Et lorsque vous regardez ce diagramme, d'abord, vous voyez qu'en ce cas, on vous rapporte lithium-air. Pour ceux qui ont travaillé dans le lithium-air, on n'a jamais fait une lithium-air batterie. Lithium-soufre, on en a fait, mais on n'est pas là. Vous avez des batteries qui deviennent meilleures que des supercaps, tout solides. J'ai mon collègue qui va vous parler de ça par la suite, mais bon, ça va changer. D'où, définitivement, vous voyez que lorsqu'on voit un diagramme de Ragone comme ça, on ne peut pas directement s'y fier. Ce qui veut dire qu'en ce cas, on ne peut pas faire confiance à ce diagramme et il faut être critique. C'est-à-dire que là, toutes ces valeurs, c'est impossible. On ne compare pas, on compare des oranges à des pommes. On compare une technologie lithium-ion liquide qui est bien définie à des systèmes, je dirais, hypothétiques, dans lesquels on n'a jamais fait des prototypes, et ainsi de suite. D'où, là aussi, les extrapolations sur la base de celui de Bouton ne sont pas crédibles. Et la seule question que je me pose quand je vois ça, c'est finalement, dans le futur du tout solide, est-ce que les composés au soufre sont un meilleur choix que les oxydes, et ainsi de suite. Et c'est un peu cette question que je voulais adresser à un simple transparent en faisant la comparaison entre les avantages des conducteurs ioniques oxydes et des sulfures. Vous avez ici ce genre de diagramme d'araignée dans lequel on peut comparer ces différents composés. Alors définitivement, en termes de manutention, les oxydes, c'est beaucoup plus facile que les chalcogénures. En termes de stabilité à l'oxydation, définitivement, vous avez l'avantage avec les oxydes. Par contre, ensuite, dans le reste, les oxydes, malheureusement, c'est mécaniquement dur. Et le cauchemar, c'est la résistance des joints de grains élevés qu'on n'arrive pas tout simplement à abaisser. D'où haute résistance à l'interface et, en plus, une température de synthèse élevée, car, à ma connaissance, il n'y a pas d'oxyde, quoique d'ailleurs je me trompe un peu peut-être, qui ont été préparés par du broyage mécanique et avoir des conductivités ioniques relativement correctes. Par contre, dans le cas directement des chalcogénures, des sulfures, bien dans ce cas, vous avez des résistances de joints faibles, bien sûr de faibles résistances d'interface, et dans ce cas, des basses températures de frittage. Donc c'est vraiment, je dirais, l'avantage. Donc par conséquent, la réponse à la question que je vous ai posée, c'est que effectivement, les sulfures ont une niche d'opportunité et qui durera tant que nous serons incapables finalement d'arriver à maîtriser cette interface et ces joints de grains dans les oxydes. D'où, je vous ai montré le diagramme de Ragone.
je vous ai comparé les oxydes et les soufres. Et pour terminer cet exposé, je dois conclure sur notre point, qui est mon point de départ. Est-ce que le tout solide est plus sûr que le liquide? Eh bien, là aussi, il y a un papier qui est sorti il y a un an de cela. C'est un papier directement par Toyota, où ils ont tout simplement essayé d'étudier cela et d'apporter une réponse, et bien sûr pas sur des prototypes, mais sur des piles-boutons et ainsi de suite. Et là aussi, si vous voulez regarder finalement la sécurité d'une batterie, eh bien, les mesures qu'on va faire, c'est des mesures de différence calorimétrique, c'est-à-dire on va mesurer les delta H de réaction. Et bien effectivement, ils ont mesuré les delta H de réaction, ils ont comparé les trois systèmes d'aujourd'hui, que sont celui que vous utilisez beaucoup, bien sûr, LCO, LTO, LCO tout solide, et avec lithium et lithium. D'où, vous voyez qu'en ce cas, on peut en déduire ces pics exothermiques, ces delta H de réaction, et ces delta H de réaction qu'on peut exprimer directement en joules par gramme. Et vous voyez que dans le cas du tout solide, eh bien, on a effectivement des delta H qui ne sont pas négligeables. Ça veut dire que dans ce cas, ce qui est intéressant, eh bien, ce n'est pas du tout la décomposition des électrolytes comme on a dans les électrolytes ou les batteries à ion lithium liquide, mais c'est en ce cas, votre électrode positive, qui dans ce cas, ils vont utiliser directement de l'oxygène, va générer de l'oxygène, qui va migrer et aller à votre électron négatif et va former, comme marqué ici, Li2O. Et on est en train de mesurer directement la chaleur dégagée par cette réaction exothermique qui est de lithium plus O2. Et maintenant, si j'essaie de comparer cela, eh bien, et de montrer le degré de risque des batteries liquides à des batteries tout solides, vous apercevez que bien sûr, celui qui est le système qui est le plus risqué, qui est bien connu, c'est le NMC. Ensuite vient le spinel et vient le LFP. D'où voilà la classification en termes de sécurité parmi les technologies de lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, mais même avec le tout solide, eh bien, on n'est pas exempt de problèmes de sécurité. Alors, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que vous avez une amélioration, mais ce n'est pas la panacée. Il y a également des problèmes de sécurité. Et on peut les résoudre, et d'ailleurs, ça fait des travaux qui ont déjà été faits, en ayant tout simplement mettre des silicates à l'intérieur de matériaux électrodes, voire même des carbones, pour empêcher cette migration de l'oxygène. D'où, par conséquent, eh bien, l'avantage réel en termes de sécurité existe, mais il faudra le quantifier, et surtout le quantifier pas avec les oxydes, mais avec les sulfures, qui, eux, quand même présentent certaines difficultés, je dirais, dans ce domaine. D'où il est temps de conclure et de vous donner directement les conclusions générales sur cet exposé. D'où, définitivement, si on fait une analyse, comme je mentionnais au départ, scientifique, eh bien, il y a eu des progrès conséquents et indéniables. C'est-à-dire, au niveau des conductivités ioniques, aujourd'hui, on a des conducteurs ioniques qui sont l'équivalent, je dirais, que le liquide. Je dirais même que c'est utile de continuer à travailler sur la recherche de conducteurs ioniques. On a ce qu'il faut. Par contre, il faut une recherche, je dirais, effrénée sur la maîtrise des interfaces pour comprendre ces interfaces et même, je dirais, les électrodes d'oxyde conducteurs mélangés, et ainsi de suite. Et, définitivement, lever le verrou technologique, le cauchemar, interface, 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 je pense que ce n'est que. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, eh bien, le tout solide, je dirais, ne sera pas vulgarisé. Au niveau des performances, il est évident qu'il faut minimiser le rapport électrolyte-électrode, ça c'est clair. Et enfin, je dirais, pour conclure, Toyota a parlé de 2022, personnellement c'est irréaliste. Mais ça arrivera, mais quelle année? D'où voilà, si vous voulez, ce que je dois vous dire sur le tout solide. Une fois de plus, je conclurai, c'est un domaine qui fait des progrès énormes, qui est passionnant, qui est intéressant, mais une fois de plus, il y a beaucoup trop, je dirais, de propagande médiatique autour de cette technologie. Et avec ce, eh bien, je tiens à vous remercier pour votre attention et pour votre présence à tous les cours cette année.